Nous allons pouvoir donc débuter cette troisième webconférence de l'année qui s'intitule « Prendre du temps pour soi, lâcher prise et savoir dire non ». Donc, je remercie Sandrine Gilles, qui est psychologue, qui va nous expliquer l'importance du bien-être physique et mental, comment dire non dans certaines situations, gérer les pressions sociales et familiales, maintenir des relations positives, libérer du temps pour soi et choisir des activités bénéfiques pour le bien-être. Un grand merci également à Safia Arnouz, qui est praticienne corporelle et énergétique, qui est certifiée animatrice et professeure de yoga du rire, qui va nous expliquer cette méthode de reconnexion à la joie de vivre à soi et aux autres avant de nous proposer une initiation pour expérimenter le lâcher-prise par le rire. Et un grand merci également à M. Yves-Vincent Davout, qui est respirologue, respithérapeute, fondateur de l'école Air Academy, qui lui interviendra sur la gestion émotionnelle afin d'apprendre à évacuer, équilibrer et stabiliser ses émotions par la respiration afin de lâcher prise. Avant de débuter, une petite présentation rapide de Défi Autonomie Senior. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui a été créé en 2017 par les caisses de retraite de la région, donc à savoir la MSA Nord-Pas-de-Calais, la MSA Picardie, la CARSA des Hauts-de-France et la Sécurité sociale des indépendants. Nous avons également des caisses de retraite et des caisses de retraite complémentaires qui nous financent également pour permettre la mise en place de ces actions, à savoir la CNRACL, l'IRCANTEC, l'ACAMIEG et l'ENIM. Et nous bénéficions également du soutien financier des conférences des financeurs des 5 départements de la région. Défi Autonomie Senior a pour mission de déployer gratuitement des actions collectives de prévention sur les thématiques du bien vieillir qui visent à préserver l'autonomie des seniors et à lutter contre l'isolement. Nos actions sont ouvertes à toute personne de plus de 55 ans, que l'on soit retraité ou non, quel que soit son régime de protection sociale, et les actions sont déployées au sein des territoires au plus proche des besoins de la population. Donc, nos actions, elles se déroulent sous différents formats, en présentiel au sein des territoires ou en distanciel, comme aujourd'hui par l'intermédiaire de webconférences. Elles sont menées par des professionnels experts des thématiques qui interviennent dans une ambiance conviviale. Si vous souhaitez retrouver le planning des actions qui sont organisées au sein des territoires en proximité de chez vous, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.défi-autonomie-senior.fr pour retrouver le calendrier des actions à venir sur le mois d'octobre. Pour ne rien manquer de nos actualités et des prochains événements, nous vous invitons également à vous abonner à notre newsletter mensuelle. C'est gratuit et elle vous permettra de bénéficier de toutes les informations à venir sur le mois. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook Défi Autonomie Senior. En complément des actions déployées au sein des territoires et des webconférences que nous organisons, vous pouvez également bénéficier d'actions à distance au travers de la plateforme Happyvisio. Donc, il suffit de vous rendre gratuitement sur le site happyvisio.com, de vous créer un compte, de saisir le code partenaire défi et vous accéderez à une multitude de contenus sur différentes thématiques pour compléter également ce que nous pouvons proposer en présentiel. Quelques informations sur des événements phares à venir d'ici la fin de l'année en présentiel dans les territoires des Hauts-de-France. Donc, nous organisons des théâtres débats. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour le département du Nord la semaine prochaine lors du débat théâtral de Bousbecq à 14 h. Donc, pour le département du Pas-de-Calais, ce sera à Liévin le mercredi 13 novembre à partir de 14 h. Pour le département de la Somme, ce sera à Abbeville le 21 novembre à partir de 14 h. Et pour le département de l'Oise, ce sera le lundi 16 décembre à partir de 14 h 30. Pour le département de l'Aisne, le débat théâtral est déjà passé. C'est pour cette raison qu'il n'est pas présenté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire par mail ou à nous appeler par téléphone. Le dernier événement distanciel de l'année, donc la dernière webconférence, sera organisée le mardi 15 novembre 2024 de 10 h 30 à midi sur le thème de l'alimentation. Donc, nous vous communiquerons prochainement les informations pour vous permettre de vous y inscrire.
Si vous avez raté nos précédentes webconférences, sachez que vous pouvez les visionner en replay, comme celle d'aujourd'hui qui sera disponible, comme je l'ai dit en introduction, après cet événement sur notre chaîne YouTube Défi Autonomie Senior. Je laisse la parole sans plus tarder à Sandrine Gilles, qui est psychologue, pour sa première partie. Merci. Merci Madame Verny, bonjour à tout le monde. Alors, juste un petit mot de présentation. Donc, j'ai effectivement une formation de psychologue. Mon métier aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'épanouissement, du bien-être, de la santé globale. Voilà, c'est ça. J'anime beaucoup de groupes, notamment pour Défi Autonomie Senior. Donc, le thème de cette conférence me parlait beaucoup, cette notion de prendre du temps pour soi, parce que c'est vrai que le constat est qu'on se dit souvent dans la société, mais oui, en fait, quand on est retraité, on a plein de temps pour soi. Et puis, ce qu'on voit dans la réalité, je travaille beaucoup avec des seniors, eh bien, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui se sentent débordés par beaucoup de choses et c'est pas anormal, j'ai envie de dire, par rapport à tout un contexte qui est là dont je vais vous parler après. Donc là, juste, on peut lire ensemble. Mais oui, en fait, on nous dit avant de partir à la retraite, ben, tu vas passer d'un temps où tout est contraint à du temps libre, en fait. Oui, tu verras, tu feras que ce que tu veux. Mais effectivement, on voit quand même dans la population senior aussi qu'on est extrêmement sollicité, qu'on peut aussi vivre du stress, et puis que ça peut générer effectivement un sentiment de mal-être avec certaines frustrations qu'on peut ressentir aussi, et ce sentiment de ne pas avoir de temps pour soi, paradoxalement. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors j'avais quand même envie de vous parler un peu du contexte parce qu'on vit aussi dans une culture, on vit dans une société et notre société, notre culture est une culture où tout ce qui est vitesse, action sont valorisés. Un peu comme si, il fallait toujours être dans la rentabilité au fond et c'est pas ce qui est, probablement toujours en harmonie avec nos besoins, profonds. D'où ce sentiment qu'on peut avoir d'être, complètement débordé et puis avec toutes sortes de petits messages, «Mais oui, tu es à la retraite, donc ben, toi, tu peux faire, ce truc-là, toi, tu peux accepter ça, toi, tu auras le temps de faire ça», et donc c'est vrai que, on est aussi dans une société où il y a à foison des choses qui sont proposées à faire. On a, bah, c'est assez incroyable au fond la variété de propositions qu'on peut avoir sous les yeux et donc ça nous amène quelque part à ne pas savoir aussi, dans quel sens aller, à accepter beaucoup de choses, à croire qu'il faut faire tout le temps des choses. C'est aussi une société du faire. Voilà, ce qui peut amener aussi ce sentiment. Et il y a aussi quelque chose qui moi me fait toujours, enfin qui m'impressionne toujours, c'est ce paradoxe au fond de notre société où on a des tas d'outils pour gagner du temps et que ce qu'on voit, c'est qu'on est sans arrêt en train de manquer de temps. Et c'est probablement lié aussi à tous nos outils où on a accès à tellement de choses en permanence qu'on se rend enfin voilà, ça peut aussi nous déborder un petit peu, alors qu'on n'a plus, nos lessives à faire à la main comme nos grands-mères ou toutes sortes d'autres choses qui prenaient beaucoup de temps et pour autant, ben, on manque de temps. Alors il y a aussi cette image un peu qui est envoyée, dans la société comme modèle des retraités actifs. Actifs, 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 comme si au fond pour être un retraité heureux, on devait être constamment dans l'action. On peut être, heureux avec de l'action et des temps aussi pour se ressourcer et donc il y a aussi cette notion, j'avais mis dans ma présentation de l'épuisement des ressources. En fait, concrètement, on voit comment on épuise aujourd'hui les ressources de la terre et on a un petit peu tendance à faire pareil avec nous. Dans la nature, il y a des temps de jachère qui sont les temps d'hiver où c'est des temps, un petit peu de repos, où on retourne la terre, où il y a des choses qui se passent en dessous pour pouvoir, au printemps, avec toute cette énergie, ben, refaire jaillir d'autres choses et au fond, ben, dans notre société, ces temps de jachère ne sont pas du tout valorisés, que voilà et donc on épuise, on n'a pas, on n'écoute pas au fond ces besoins qu'on a aussi de temps pour aller se régénérer, pour aller prendre du temps pour soi et tout ça nous amène quelque part des fois à être en train de faire des tas de choses qui n'ont pas toujours beaucoup de sens pour nous. Donc on va revenir sur la perte, de sens après et ce que ça peut, générer.
Alors, pour autant, vous êtes en train de vous dire, bah, cette madame Gilles, elle nous parle quand même, elle a l'air un peu négative. Pas du tout. Donc, juste c'est pour un peu poser le contexte aussi et pour se dire, ben voilà, c'est pas anodin qu'on puisse être pris des fois dans ce manque de temps pour soi. Euh, Pour autant, on sait que pour ressentir du bien-être, eh bien, il faut prendre du temps pour soi. Donc, je vais un petit peu vous expliquer tout ça. On n'est pas démuni par rapport au fait de ne pas avoir de temps pour soi, on n'est pas démuni du tout. Et une fois qu'on a conscience de tout ça, de ce contexte, eh ben, on peut redevenir acteur, acteur de notre santé, acteur de notre bien-être et être beaucoup moins agi par tout cet environnement. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on est à une période où on a accès à beaucoup de résultats d'études scientifiques, notamment en psychologie positive. Alors, je vais dire psychologie positive, c'est pas la pensée positive, c'est vraiment une branche de la psychologie qui s'est occupée des déterminants du bien-être et de façon scientifique. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ressentir du bien-être, ça a un impact indéniable positif sur notre santé globale et que ça ne dépend pas du hasard de vivre du bien-être non plus. Et que c'est vrai qu'on peut décider en conscience des choses qu'on peut faire pour augmenter notre bien-être. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu aussi de la définition de l'OMS par rapport à la santé. Elle nous dit, pour être en bonne santé, il faut pouvoir ressentir du bien-être. Donc on voit le lien avec la santé. Et pour cela, il est nécessaire de vivre des émotions dites positives, je vais les nommer agréables, avec soi, avec les autres aussi, en trouvant des activités qui apportent la détente et l'apaisement. Donc là, on parle de bien-être. Je vous dis, bah oui, je vous parle de ressentir du bien-être, mais le bien-être, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs définitions que j'avais envie de vous partager, notamment, le bien-être est un état agréable, de durée variable, procuré par la satisfaction des besoins du corps et par la tranquillité de l'esprit. On reviendra sur cette définition parce qu'il y a cette notion de besoin qui est là et de tranquillité de l'esprit qui, on va le voir plus tard, est vraiment intéressante. On peut aussi parler d'un état qui touche à l'épanouissement, la réalisation de soi et aux relations apaisantes avec les autres. Donc on voit que les liens que nous avons avec les autres favorisent aussi notre bien-être, en tout cas les liens voilà, qui sont justes pour nous et sains. Il y a un auteur belge que j'aime beaucoup, Elios Kotsou, qui dit aussi: «Le bien-être, c'est un état caractérisé par un état de plénitude, un sentiment de connexion avec les autres, le sentiment de vivre une vie qui a du sens». Tout ça aussi, le sens fait partie de nos besoins pour être bien. Hem, ouais, on va pouvoir passer effectivement on voit qu'au fond, quand on parle de bien-être, ben, il est question de s'occuper de nous. S'occuper de nous, oui. Maintenant, on va voir que s'occuper de nous, ça passe premièrement par écouter nos besoins, se remettre, à l'écoute de nous-mêmes pour savoir à quel moment des besoins ont été, écoutés, pas écoutés, voir comment on se sent. Mais j'ai envie de faire un petit détour aussi parce qu'on parle de besoins à nouveau, mais on parle de quoi? On a tous en tête un peu la pyramide de Maslow peut-être des besoins. J'avais envie de vous présenter quelque chose de plus, pour faire un petit peu simple, là, j'ai rassemblé les choses avec, 3 grands domaines pour nos besoins. Il y a le domaine physique, le domaine psychologique, le domaine existentiel. Qu'est-ce qu'on entend par là? Dans le domaine physique, vous allez tous vous dire: «Bah oui, on sait qu'il faut boire, manger, dormir», mais à côté de ça et déjà ça, des fois, on ne dort pas suffisamment parce qu'on se laisse prendre par des tas de choses et puis on se retrouve à ne pas écouter nos besoins de sommeil, par exemple, voilà, où on va manger, pas peut-être exactement, enfin pas exactement, c'est pas non plus ça qu'on cherche, mais peut-être qu'on va faire aussi des choses qui sont pas exactement ce qu'on a besoin. Allez, il y a une série dans les besoins physiques de besoins qu'il est vraiment urgent, j'ai envie de dire, de réhabiliter, qu'on connaît peut-être moins. Je vais parler là, de besoins, par exemple, de détente, de besoin de plaisir, de besoin d'exercice, de besoin de rire. Toutes ces choses-là, on ne nous a pas dit depuis qu'on est tout petit, bah, tu sais, pour être bien, tu as besoin régulièrement de te détendre, voire on voyait un peu comme de l'oisiveté, le fait de prendre du temps de récupération pour se détendre. Donc on vit un petit peu avec toutes ces représentations qui sont là et
vous allez avoir avec mes collègues après, Monsieur Davou et Madame Arnous, vous allez aller beaucoup plus loin, j'ai envie de dire, dans ces besoins de détente, de revenir au corps et puis les besoins de rire. Donc voilà, ça je vais laisser mes collègues y revenir. Dans les besoins physiques, on a aussi le besoin de faire de l'exercice. On sait aujourd'hui que beaucoup de maladies de notre époque sont vraiment des maladies liées à la sédentarité. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. On a besoin de bouger, on est beaucoup mieux quand on bouge. On voit déjà là que rien qu'avec ces besoins-là, déjà le besoin de détente, tout ça, de dormir, on a besoin de revoir nos priorités sur nos styles de vie pour pouvoir prendre le temps pour nous, qui n'est pas quelque chose de superflu. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que ces besoins physiques, par exemple, c'est un luxe. Non, ça ne l'est pas. Si je vous dis un petit mot sur les besoins psychologiques, on a besoin de contact, on a besoin d'échanges, d'affection, on a besoin d'une vie sociale avec du soutien. On a besoin de se sentir aimé, c'est hyper important, reconnu. Tout ça, c'est voilà, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas passer pour notre bien-être, mais c'est pas, ça n'a été enseigné nulle part tout ça. Donc c'est au fond aussi des fois de réapprendre à demander aussi les choses qu'on a besoin en termes de reconnaissance, tout ça. Et des fois, on pense que on n'a pas besoin de demander, que ça va venir à nous, mais toute demande qui n'est pas formulée n'a pas à être satisfaite. Donc, c'est aussi un apprentissage d'aller écouter de quoi j'ai besoin et de pouvoir aussi le formuler. Les besoins existentiels, on va plus parler de quelles sont les valeurs. On revient un petit peu au sens, faire des choses qui ont du sens pour nous, qui vont nourrir des valeurs qui nous portent. Et on sait que dans notre société, ben, on a beaucoup de burn-out aujourd'hui et cette notion de valeur est souvent, j'ai envie de dire, est souvent là dans les situations de burn-out où les valeurs ont été bafouées. Donc voilà. Donc là, on était sur les besoins existentiels. On voit vraiment que notre santé dépend de la satisfaction de nos besoins. Donc notre santé, c'est notre bien-être aussi. Alors, si on résume un petit peu tout ça, bien-être et satisfaction des besoins, ben, on voit que des besoins non respectés vont entraîner une sorte de sentiment avec des frustrations, un sentiment de mal-être et donc ça amène à un coût élevé à différents niveaux et même au niveau de nos relations quelque part. Parce que quand on n'est pas bien, eh bien, ce qu'on va, j'ai envie de dire, vivre dans nos relations ça va déteindre en tout cas sur nos relations. Donc s'occuper de soi, s'occuper de ses besoins, c'est pas un luxe. Ce n'est vraiment pas un luxe, c'est une source de motivation et de plaisir. Ça permet de ressentir du bien-être physiquement, mentalement, et c'est un préalable pour donner aux autres. On va beaucoup revenir là-dessus aussi dans la suite, parce qu'on croit des fois qu'il faut d'abord s'occuper des autres pour s'occuper de et après nous, ben, on passera en dernier lieu si jamais on avait un peu de temps, mais on va démonter un petit peu cet a priori, ensemble après. Mais c'est aussi prendre soin de ses besoins, c'est aussi un apprentissage. En fonction de notre histoire, on n'a pas toujours appris à s'occuper de nos besoins ou bien, certains besoins étaient valorisés dans notre famille, dans notre éducation au détriment d'autres ou bien les besoins étaient, écouter ses besoins, c'était considéré comme un signe de faiblesse, par exemple, voilà. Donc ça il y a toutes des choses aussi qu'on a des fois besoin de réapprendre simplement en se remettant, à l'écoute de nous et en prenant du temps pour nous. On va voir après, on va avoir un petit temps de questions-réponses et on va voir après concrètement, comment on fait pour se remettre, à l'écoute de nous et voilà, je vais proposer aussi des petites pistes concrètes par rapport à ça. Alors, pour le moment, Sandrine, il n'y a pas de questions, donc je vous propose de poursuivre. Et puis, si Oui. vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter dans la conversation pour qu'on puisse les poser sur le second temps de questions qui sera proposé juste après. Je vous laisse poursuivre. Merci. Donc là, vous vous dites, bah oui, concrètement, Madame Gilles, elle nous dit, écoutez vos besoins, remettez-vous à l'écoute de vous, prenez du temps pour vous, tout ça. Au fond, la première chose qu'on va être invité à faire, parce que ça a l'air facile comme ça sur le papier de se dire, bah oui, il faut prendre du temps pour soi. Comme c'est pas forcément une habitude, il va falloir déjà un petit peu revenir à soi-même, se remettre à l'écoute des signaux qu'on peut avoir, des signaux avertisseurs au fond, que notre corps va nous donner sur l'écoute, j'ai envie de dire, le respect ou pas, comment on a pu remplir les besoins. On a toutes sortes de signaux, hein. Notre corps va nous envoyer
des petites tensions à droite à gauche ou un sentiment que ça va moins bien à un moment donné. Des choses en plus qui sont assez, sensibles, nuancées, alors que, vous voyez quand on voit nos automobiles, on a des voyants rouges qui s'allument, là attention, il y a quelque chose au niveau des freins ou, il manque, la batterie, est pas bien chargée, tout ça. C'est des choses assez, voilà, clac, c'est rouge pour un truc. Nous, c'est plus nuancé. On va avoir souvent des petits indices dans un premier temps. On le dit d'ailleurs souvent, j'accompagne beaucoup de personnes en burn-out et il y a souvent une des choses qu'on dit, c'est que dans les situations de burn-out, eh bien, le corps a envoyé des messages pendant souvent, 1 an, 2 ans avant même qu'on soit vraiment en situation d'épuisement, parce qu'on a un corps qui est extraordinairement bien fait et quand on sait l'écouter, eh bien, on peut vraiment sentir quand il y a des choses qui sont OK, pas OK. On a toutes sortes de signaux qui nous voilà, qui nous indiquent qu'il y a des choses qui sont pas, OK, qu'il y a des besoins peut-être qui n'ont pas été entendus, respectés, voilà. Mais ça nécessite de réapprendre à s'écouter. Et donc, comme on le disait tantôt, un petit peu de remplacer les vieilles pensées qu'avoir des besoins, c'est des faiblesses, qu'on va se dire des fois: «Ben non, là, je sens que j'ai besoin de sommeil, mais non, il y a tellement de trucs à faire, non, je vais faire ça après, c'est une perte de temps de se reposer, c'est une perte de temps de prendre du temps pour se détendre alors qu'il y a tant de choses à faire». Ben non, c'est pas une perte de temps et c'est pas des caprices que d'avoir des besoins. Des fois aussi dans notre enfance, on a pu nous faire, penser que nos besoins ou voilà, des choses qu'on sentait, qu'on réclamait, c'était des caprices, mais non, ça ne l'est pas. Vous avez vraiment vu là dans ce qu'on s'est déjà dit que, écouter ses besoins, eh bien, c'est prendre soin de sa santé, de son bien-être. Concrètement, je vais peut-être vous redemander de revenir à la diapo précédente, merci. En fait, il y a toutes sortes de fausses croyances là, des schémas de pensée, encore d'autres que celles dont je vous parlais là, autour des faiblesses, tout ça. On pense souvent que, c'est très égoïste de prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est dans notre société, ce qui est valorisé, c'est le don de soi, et encore plus quand on met un petit peu le déni de soi-même là en avant. Alors j'aime bien quelques petites métaphores moi qui me parlent quand j'aborde ça en atelier. Bah, c'est par exemple la métaphore des consignes de sécurité dans les avions où, vous voyez bien qu'on va vous dire d'abord s'il y avait une dépressurisation, si je me rappelle bien, on va donner les masques à oxygène. On ne vous dit pas: «Donnez-les d'abord aux enfants, aux personnes vulnérables», tout ça. On vous dit: «Non, mais d'abord prenez l'oxygène pour vous, sinon vous ne serez pas en état, vous, après, de vous occuper des autres personnes, qui pourraient en avoir besoin». Donc ça, c'est déjà une première chose. J'aime beaucoup la petite métaphore aussi de la bougie, où on sait qu'au fond, avec la flamme d'une bougie, on peut allumer des milliers d'autres bougies. Mais donc ça nous invite à prendre soin de la flamme de notre bougie à nous pour, voilà, pouvoir allumer plein d'autres flammes. On peut passer à la slide suivante. Concrètement encore, comment on peut faire ça pour, bon déjà vous avez vu que l'idée c'est de un peu déconstruire toutes les fausses croyances qu'on a, sur, les besoins, sur le fait de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Après concrètement, comment on fait pour se mettre à l'écoute de soi? Moi j'aime bien utiliser le petit personnage que je vous ai mis là à l'écran qui s'appelle l'observateur curieux, bienveillant et sans jugement. Ce petit personnage est là pour nous rappeler de nous observer avec curiosité, bienveillance et sans jugement, comme le ferait au fond, notre meilleur ami. Quand on est fatigué, quand on sent qu'on a besoin de prendre soin de nous à un moment donné, ou quand à un moment donné, on vit quelque chose, peut-être des émotions qui sont moins agréables ou quoi que ce soit, bah, notre meilleur ami nous dirait: «Bah, écoute, prends soin de toi à ce moment-là». Nous, c'est pas ce qu'on fait, on se dit: «Oh regarde, tu es nul de sentir ça». Non, c'est vraiment de se remettre à l'écoute de nous avec, ce regard quelque part du meilleur ami, voilà. Prendre notre météo intérieure régulièrement. On sait scientifiquement aussi que prendre un temps d'arrêt régulièrement pour voir comment ça se passe là en moi maintenant, eh bien ça nous permet de faire un petit pas en arrière là dans nos vies, assez actives et de prendre ce temps d'écoute. Tiens, si je devais mettre un mot là sur ma météo maintenant, c'est quoi? OK, j'accueille que là maintenant, bah, peut-être je me sens fatiguée ou là je me sens en fait, éparpillée, je sens que c'est pas OK ou que je suis en train de faire quelque chose, je me suis fait prendre dans quelque chose là qui ne me plaît pas, j'ai pas envie en fait d'être là. Donc voilà et on accueille tout ça juste pour pouvoir après le réajuster. Il y a des fois des choses qu'on doit faire et on n'a pas, toujours le choix de faire, autrement. Alors,
Ce qu'on peut faire aussi pour se remettre, à l'écoute de nous, c'est faire régulièrement le bilan. J'appelle ça des entrées et des sorties au niveau de l'énergie. Alors, ça va être, on peut faire ça sous forme de tableau, dans un cahier. Tiens, quelles sont toutes les choses que je fais dans ma vie qui me ressourcent, qui me font du bien, que j'aime, qui font que je me sens bien? Et après, on peut regarder à côté, qu'est-ce que je fais qui me coûte beaucoup d'énergie? Il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas ne pas faire, mais être à l'écoute en se disant: «Il y a peut-être des choses que je peux aussi arrêter de faire». Il y a aussi des choses où je vais pouvoir dire: «Mais au fond, ça ne me respecte pas, je ne suis pas bien quand je les fais», et donc on pourra poser après, pouvoir dire non par rapport à certaines choses, réévaluer des choses, en faire moins, et on fait un petit bilan, et il faut toujours évidemment que le bilan entre ce qui me ressource et ce qui me coûte soit, en équilibre, qu'on ait le mieux, c'est plus de choses qui nous ressourcent évidemment que ce qui nous coûte. Une fois qu'on a fait ce bilan, ben, on rééquilibre et on peut se poser la question: «À quoi je dis oui? À quoi je dis non?» Il y a des choses, concrètement, on peut se dire: «Mais là, en fait, personne ne m'oblige à faire ça, c'est moi». Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes, avec notre petite voix intérieure, qui nous disons: «Mais tu as pas le droit de dire non à ça», et tout ça, on va pouvoir le re-questionner en disant: «Mais est-ce que j'ai vraiment pas le droit de dire ça? Si c'est pour être mieux et si c'est pour offrir de moi quelque chose de meilleur, j'ai envie de dire, à mes relations, à tout le monde, pourquoi je ne pourrais pas, dire non à ça?» Donc lister ce qui nous ressource, même les toutes petites actions qui font du bien, ça peut être vraiment intéressant de noter régulièrement toutes les petites choses qui nous font du bien et de voir après choisir là-dedans chaque fois une petite chose. Tiens, laquelle je vais choisir peut-être de faire cette semaine ou cette journée pour prendre du temps pour moi, pour me faire du bien. Et c'est quand on a ces temps de recul, ces temps où on prend ce temps pour nous, qu'on peut aussi entendre un peu des appels intérieurs, je vais appeler ça comme ça, sur ce qu'on est vraiment invité à faire pour nous faire du bien. Et donc on choisit des petits pas. Là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut d'un coup, ne plus rien faire, de ce qu'on faisait et puis tout révolutionner. Non, c'est choisir des petites choses. On sait aujourd'hui que la philosophie des petits pas, de choisir une chose qu'on pourra tenir dans la longueur, est nettement plus efficace que de se dire: «Là, en fait, je suis au bout et je vais partir faire, je sais pas moi, un mois de retraite». Non, c'est pas ça, en fait, qui dans la longueur fait la différence. Donc on peut après, une fois qu'on a décidé ce qu'on allait faire, peut-être dire, aux autres: «Ben non, là, tu sais, tu me proposes de faire cette chose ou j'étais engagée dans telle chose, mais je me rends compte qu'en fait, là, je suis pas bien avec tout ça. Je vois qu'au fond, je me perds un petit peu ou ça ne répond pas à ce que j'ai besoin, et là, le besoin que j'ai, c'est peut-être de prendre un temps plus pour moi ou d'aller, faire telle et telle chose qui vont me faire du bien». Quand on nomme les choses qui, sont importantes pour nous, que c'est, pour nous respecter nous-mêmes, eh bien, ça donne aussi l'autorisation quelque part aux autres de aussi se respecter eux-mêmes, et donc ça génère aussi des relations, généralement les autres ne nous en veulent pas de pouvoir nommer que, contrairement à ce qu'on pense, on se dit: «Oui, mais si je lui dis que», mais non, en fait, ce sont souvent des blablas intérieurs, une espèce de des pensées un peu réflexes comme ça qu'on a, et dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe, et c'est intéressant de le tenter par des petites choses où on va se réajuster pour pouvoir dire non à une petite chose d'abord, prendre le temps aussi quand on nous propose quelque chose, prendre le temps de la réflexion avant de dire: «Bah oui, ça c'est OK» ou ça ne l'est pas». Prendre ce temps où on va pouvoir revenir à soi, écouter nos appuis intérieurs un peu en se disant: «Bah ouais, ça fait non ou ça fait oui en moi», et si on n'a pas pris le temps, ben, on a dit oui tout de suite parce que c'est un peu réflexe et que, ben, voilà, on y va. Si on s'oublie, on va moins bien et on est beaucoup plus tourné vers nous-mêmes, ça peut générer du mal-être, et au fond, ce qu'on cherche, bah, c'est pas à offrir quelque part aux autres, un état où on va être plus aigri parce qu'on ne sait pas écouter. Donc l'invitation est vraiment à se remettre, à l'écoute de nous et à pouvoir poser aux autres, aussi ce qui nous fait du bien. Alors on peut passer, je pense, à la slide suivante, oui. Il y a plein de choses qui au fond, peuvent nous faire du bien. Hem, j'ai fait une petite liste là de choses, mais j'aurais vraiment envie de vous inviter, toutes les personnes là qui sont connectées, à réfléchir un petit peu déjà: «Tiens, qu'est-ce qui moi, me fait du bien? Comment je peux faire un premier petit pas peut-être pour faire quelque chose qui me fait du bien?» Alors j'ai mis à l'écran, quelques propositions. Hem
déjà remettre son sommeil en priorité. C'est des fois pas, ce qu'on fait et on sait tous et j'anime des ateliers justement «Dormez bien, vivez bien» pour, Défi Autonomie Senior, que notre sommeil nous permet, de vivre, d'augmenter notre qualité de vie quand il est de bonne qualité et voilà. Remettre déjà ce sommeil, se dire: «Bah, au fond dormir, c'est important» et se renseigner aussi comment on peut des fois l'améliorer, voilà. Cultiver les liens qui font du bien. Mais ça aussi, penser à tous les gens avec qui on est bien, avec qui on vit des bons moments et se dire: «Bah, au fond, est-ce que j'essayerais pas de, voir plus ces personnes-là?» Peut-être leur proposer, être aussi proactif dans les relations qui nous font du bien. Cultiver les émotions agréables, ça peut passer par des pratiques de gratitude justement ou aussi, revenir en présence à ce qu'on vit. Parce qu'il y a plein de choses déjà qu'on vit au quotidien qui sont chouettes, mais des fois quand on est pris dans notre mental, qu'on n'est pas en train de savourer ce qu'on est en train de vivre, on se prive au fond de l'émotion agréable. Tout ce qui est, vivre des moments de détente, de relaxation génère des émotions. La détente, c'est une émotion agréable également. Il y a évidemment, la joie, tout ça, mais il y a aussi, d'autres émotions agréables comme la détente. Les pratiques de gratitude, donc c'est, ça peut être chaque jour, ben, aussi, prendre conscience de ce qu'on a la chance de vivre. Ça peut être tout plein de petites choses, revenir à nos sens, j'ai la chance de goûter, j'ai la chance de sentir, j'ai la chance de voir, déjà rien que ça et après plein d'autres, voilà, on a reçu un sourire dans la journée, le savourer. Cultiver l'auto-bienveillance, je reviens à mon petit bonhomme de tout à l'heure qui, au travers de sa lunette spéciale, regarde la vie, en étant dans l'accueil, avec bienveillance et sans jugement et donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant. On a des études scientifiques là-dessus sur l'auto-bienveillance, se relaxer, avoir des petits moments, de respiration, tout ça, mes confrères en parleront tout à l'heure. Bouger, marcher, bouger, on sait que c'est indispensable. Une marche tous les jours de, je sais pas, 20 ou 30 minutes amène un bienfait, vraiment important. Ça peut être des techniques comme le yoga, comme, toutes sortes d'autres techniques qui nous font du bien, qui permettent de revenir à nous également. Prévoir donc les moments de détente. La créativité, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de bien. Mais après, vous avez probablement vos pistes à vous. La nature, scientifiquement, on sait aussi que la nature nous fait beaucoup de bien. Et puis peut-être que pour vous, ça peut être aussi la lecture, jouer un instrument de musique, en écouter, pourquoi pas regarder une petite caméra, planquée, d'un humoriste qui vous fait rire, pourquoi pas regarder un documentaire, apprendre des nouvelles choses. Tout ça sont des petits temps, pour soi, pour nous nourrir, pour nourrir notre, intériorité, qui nous font du bien également. Je pense avoir fait le tour là, je vais quand même regarder dans mes notes. Par rapport à ce que je voulais vous partager, je vois aussi que mon temps, je pense mon temps imparti est utilisé. Si on veut garder un petit peu de temps pour les non, j'avais encore quelque chose que je voulais vous partager après sur, l'égo-altruisme. J'ai l'impression d'avoir, oublié là un slide. J'avais en fait envie de vous parler, si j'ai encore le temps, madame Verny, de, parler d'une notion. Allez, une petite minute, étant donné qu'on n'a pas de questions, et puis on passera ensuite au yoga du Oui, rire pour pas oui, manger trop de temps sur tout les à fait. interventions suivantes. Merci. Je voulais vous parler de l'égo-altruisme, qui est une notion que j'avais vraiment trouvée intéressante, chez un psychologue spécialiste en psychologie positive. Il nous dit au fond ce qu'on est vraiment amené à cultiver, eh bien c'est, l'égo-altruisme. Donc ça n'empêche pas tout ce que je vous ai raconté, d'aussi être dans l'altruisme et d'aussi, répondre à des sollicitations, faire des choses pour les autres. Donc c'est prendre soin des autres tout en ne s'oubliant pas soi-même. Donc, je fais régulièrement des choses qui réapprovisionnent mes ressources. Je récupère du coup, je me sens mieux dans ma peau et du coup, j'ai plus de patience avec mes proches, je suis plus ouvert et ça a un impact positif sur mes relations. Et comme je me suis bien ressourcée, j'ai aussi de l'énergie à offrir aux autres. Je peux cultiver l'altruisme. Ça va générer des émotions agréables pour moi et dans mes relations avec les autres. Et la boucle est bouclée. On a dit tout à l'heure que ce qui générait le bien-être, c'était ben voilà aussi de vivre des émotions agréables, de se sentir bien et de vivre des émotions agréables avec les autres. Donc l'égo-altruisme est pour moi un cercle vertueux qui répond, je pense, à cette, voilà, ce qu'on avait envie de partager dans cette web conférence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il serait possible d'apporter une réponse assez rapide et si besoin d'approfondir, on apportera une réponse écrite? On a une question qui est arrivée qui est comment gérer la sensation de culpabilité vis-à-vis du conjoint qui n'est pas encore en retraite? C'est possible d'apporter quelques éléments de précision. Oui, alors la culpabilité, on en revient au fond à nos messages un peu, c'est souvent la culpabilité qui va nous faire, nous dire, non, enfin, nous dire non à nous-mêmes quelque part au profit des autres. Ici, si on a un conjoint en retraite, qu'on est soi-même pas en retraite et qu'on est soi-même en retraite, si on prend soin de nous, si on fait des choses pour nous, quand il va rentrer le soir du travail, eh bien, il va nous trouver, ressourcés, probablement en train de vivre, en train d'être bien et ce bien-être, bah, c'est le cadeau qu'on va aussi lui faire quelque part. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais à nouveau, pas de culpabilité à prendre soin de soi, parce que quand on prend soin de soi, on veille à notre petite lumière qu'on offre aux autres après, qui vont être beaucoup plus contents de ne pas nous trouver aigris et de nous trouver plutôt heureux et avec de l'énergie à leur offrir pour aussi prendre soin d'eux après et partager des choses avec eux. Merci beaucoup Sandrine. On passe la parole à Safia Arnous, praticienne corporelle et énergétique, animatrice et professeure de yoga du rire. Merci Sandrine, merci Marie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Safia et je suis effectivement praticienne corporelle et énergétique. Aujourd'hui, je vais faire une initiation pour vous, une introduction, initiation au yoga du rire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette pratique. Cette pratique est une merveilleuse alliance d'exercices de rire et d'exercices de respiration profonde. Voilà, donc je fais ça depuis 2017. Ça fait déjà 7 ans que je suis animatrice de yoga du rire et c'est une joie pour moi de diffuser la joie de vivre. C'est en fait mon activité préférée, c'est effectivement de diffuser la joie de vivre et de bien veiller effectivement aussi à la régulation du système nerveux. Donc, on va commencer la présentation par un chiffre, comme vous le voyez qui s'affiche, le chiffre de 300. À votre avis, à quoi correspond ce chiffre? Au chat, si vous avez des réponses, des idées de à quoi peut correspondre ce chiffre. On ne va pas attendre trop longtemps, peut-être 30 secondes, je ne sais pas. Alors 300, oui, mais à quoi correspond ce chiffre? À votre avis? 300 sourires par jour, OK. Mais alors de qui? Un film, OK, pourquoi pas. Ça, c'est vrai que c'est un film, mais c'est pas la même chose. Les calories dépensées, OK, pourquoi pas. 300 minutes par jour, OK. 3 fois 100, lol. Bonne réponse. Je vois qu'il y en a qui ont le sens de l'humour. 299 plus 1, c'est bien, vous révisez vos mathématiques. Muscles du visage, respiration par heure. Vous avez plein d'idées, c'est génial. Alors, 300, c'est le nombre de fois qu'un enfant rit par jour. Et alors, contrairement à un adulte qui rit entre 5 et 10 fois par jour. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous voyez sûrement, peut-être si vous avez des petits-enfants, à quel point ils sont spontanés dans leurs émotions. Voilà, exactement. Donc, ils sont spontanés dans leurs émotions, ils vivent leurs émotions à l'instant présent. Donc, ils sont pleins de joie, ils pleurent, ils sont en colère, ils se laissent traverser. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec voilà, l'éducation, la culture, etc., dans laquelle on vit, eh bien, il y a des choses en fait qu'on va commencer à ne plus exprimer ou faire attention à exprimer, etc. Et c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, on se retrouve à rire moins. Alors, effectivement, c'est un chiffre aussi qui correspond à la France. Je tiens à le dire. Peut-être que dans d'autres parties du monde, c'est différent. Moi, j'ai vécu 8 ans en Thaïlande, qui est surnommé le pays du sourire. Et c'est vraiment pas une légende. Effectivement, on n'est pas dans la même façon en fait de réagir face à la vie et aux choses qui arrivent. Donc voilà. Donc là, ce chiffre-là, c'est pas du tout fait pour se culpabiliser, c'est juste un fait. Alors, d'ici, le yoga du rire, en fait, c'est une pratique qui est basée sur un fait scientifique. Et ce fait scientifique, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire naturel, donc on a avec ses amis, devant un film comme les ch'tis, là j'ai vu dans le chat, devant un sketch, etc., devant un spectacle, et un rire exercé. Parce que en yoga du rire, on ne force pas le rire, c'est ce que parfois on entend comme idée reçue.
on exerce le rire. Et ça, c'est hyper important. On va s'aider de la respiration pour rire. Donc, les deux sortes de rire vont avoir le même effet sur le corps. En fait, le cerveau va libérer des endorphines. L'endorphine, c'est une des hormones du bonheur. Comme vous en avez sûrement entendu parler, il y a l'endorphine, la sérotonine, la dopamine. Tout ça, ce sont des hormones de bien-être. D'accord? Qui vont être relâchées quand on dort bien, quand on rit, quand on a du plaisir, quand il y a quelqu'un qu'on aime qui nous prend dans les bras, etc. Voilà, donc il y a ce premier effet. Et du coup, comme l'endorphine est sécrétée par le cerveau et libérée dans le corps, on se retrouve dans un état de joie et de bien-être général. Donc, une fois qu'on sait ça, eh bien, donc, on sait qu'on peut prendre le problème à l'envers. Donc, au lieu d'attendre de passer un bon moment, de se dire, bah, écoutez, samedi, je vois mes amis, je sais que je vais bien rigoler, pourquoi ne pas prendre les choses à l'envers? Et comme ce dicton anglais le dit, fake it until you make it. Ça veut dire faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, jusqu'à ce qu'on y parvient. Donc, on peut justement faire semblant de rire, exercer le rire, faire un exercice de rire pour que le cerveau puisse libérer l'endorphine, l'hormone du bonheur, et donc avoir cette joie de vivre qui se diffuse à l'intérieur. Ça peut paraître fou, mais c'est scientifiquement prouvé et tout à l'heure, on va le faire. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc là, je vous présente un petit peu d'où vient le yoga du rire. En fait, cette pratique a été créée en 1995, donc l'année prochaine, on fête les 30 ans de la pratique. Et cette pratique a été créée pas par n'importe qui. C'est un médecin généraliste qui s'appelle le docteur Madan Kataria. C'est un médecin indien. Donc, il a créé cette pratique au fur et à mesure de ses observations dans sa patientèle. Effectivement, dans sa patientèle, il a observé au fur et à mesure chez lui et aussi chez les autres que les personnes qu'il voyait le moins dans son cabinet, c'était les personnes qui avaient une attitude, on va dire, généralement positive sur la vie. Ça ne veut pas dire ils avaient tout pour être heureux, mais en tout cas, ils avaient cette attitude-là. Et c'est ces personnes-là qui voyaient le moins. Donc, il s'est demandé si effectivement, scientifiquement, il y avait une preuve que le fait de rire plus souvent, d'être plus en joie, d'être plus positif, est-ce que ça avait un réel effet sur notre santé, sur notre système immunitaire? Et donc, il a commencé à lire plein de recherches, des livres, etc. Et il a trouvé effectivement la vérification de ce fait scientifique qui a été prouvé que le rire est bon pour la santé, qu'il renforce le système immunitaire, les défenses immunitaires, et que du coup, effectivement, plus on est en joie, plus on est positif, plus on rit et meilleure est notre santé. Donc d'ailleurs, il a lu un livre très intéressant d'un Américain qui s'appelle Norman Cousin, qui en fait a été diagnostiqué d'une maladie très grave. Voilà, on ne lui donnait pas beaucoup de mois à vivre. Et en fait, ce monsieur a décidé, bah ok, il me reste plus beaucoup de mois à vivre. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je décide d'être heureux jusqu'à la fin de ma vie. Et là, il a commencé à regarder plein de films drôles, plein de sketchs, de lire des blagues. Vraiment, il a décidé de faire que des choses qui nous mettent en joie, exactement comme Sandrine nous l'a proposé juste avant avec les différentes choses qu'on peut amener dans notre vie pour être bien, être en contact de la nature, des animaux, etc., faire des gratitudes, etc. Et donc, en fait, il s'est avéré que, contrairement à la surprise de tous, il a guéri. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire, mais en tout cas, lui, il y est parvenu. Et c'est pour ça qu'il en a écrit un livre, parce que c'est assez miraculeux. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est possible, en fait. Il y a un réel effet du rire sur la santé et sur le système immunitaire. Alors, le yoga du rire est basé sur le fait scientifique que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire exercé et un rire naturel. Et donc, en fait, puisqu'on n'a pas besoin de raison pour rire, eh bien, on vient rire sans raison. D'accord? On ne va pas attendre d'avoir une blague. Donc, en fait, le yoga du rire, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas un one-woman show que je vais vous faire. Voilà, c'est vraiment le rire sans raison. C'est vraiment la base du yoga du rire, qui est donc un mélange d'exercices de rire et d'exercices de respiration profonde. Donc, ces deux
alliés ensemble, vont nous aider en fait à parvenir au rire, puisqu'on va utiliser la respiration pour rire. Et c'est ça qui va être assez fort. Bon, on va le faire tout à l'heure. C'est assez simple et en même temps, voilà, il n'y a pas de pression à avoir de voir si ça marche ou ça ne marche pas. C'est un peu comme une expérience, hein, une expérimentation que je vais vous inviter à faire dans quelques instants avec moi. Il n'y Alors, a pas de questions, donc on va pouvoir continuer votre intervention. super, merci. Alors, du coup, les bienfaits du rire, c'est quoi en fait? Parce que je vous dis, c'est bien pour la santé, etc. Mais en vrai, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau va produire et libérer des endorphines, une des hormones du bonheur, dans le corps, ce qui va faire qu'on va se sentir en joie, mieux, bien heureux. On va avoir cette sensation de bien-être en fait qui va vraiment se diffuser dans le corps. On va se sentir relaxé. Et le deuxième effet qui se coule du yoga du rire et du rire en général, c'est qu'en fait, avec le rire, le rire en fait va stimuler la respiration, va stimuler le diaphragme. Vous voyez, quand on rit, en fait, c'est vraiment toute cette partie-là qui se secoue. Donc, le diaphragme va être engagé. Là, le ventre également, hein, l'abdomen avec le rire. Et donc, il va y avoir une diminution de l'hormone du stress. L'hormone du stress s'appelle le cortisol. Cette hormone-là, on en a besoin. On en a besoin face à, en général, alors je vais vous parler vraiment de la base, c'est-à-dire qu'à l'époque, un homme des cavernes, par exemple, qui était chassé par un ours, par exemple, bah, voilà, on a le cortisol qui se met en place, on a l'adrénaline, on a le sang qui est pompé dans tous les muscles pour pouvoir courir, se sauver, se battre ou alors aller grimper dans un arbre pour pouvoir survivre à cette attaque. D'accord? De nos jours, de manière générale, Dieu merci, ici, on a de façon générale moins d'attaques d'ours, mais on a du stress quotidien qui peut être causé par une dispute avec quelqu'un de proche, qui peut être causé par des embouteillages, qui peut être causé par plein de choses de ce genre. Donc, ce cortisol-là, il est utile quand ensuite on le dépense avec une action physique. Mais la plupart du temps, en fait, le stress n'est pas suivi par une action physique de se sauver ou de se battre. D'accord? Il n'est pas suivi d'action. Donc, le cortisol est emmagasiné dans le corps. Il peut avoir un fort taux de cortisol qui fait qu'on se sent anxieux, qu'on se sent un peu contrit, qu'on arrive un peu moins à respirer, etc. Et donc, le cortisol, on le libère par le mouvement, on le libère par la respiration. Donc, je laisse mon collègue suivant vous en parler. On le libère par plein de choses, et dont le rire. Voilà. Donc, le rire va permettre de diminuer ce taux de cortisol et donc va nous permettre d'être plus apaisé, plus relaxé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les deux effets qui se coulent les plus importants du yoga du rire. Les nombreux bienfaits du yoga du rire de manière générale, donc il faut savoir, enfin du rire en fait, c'est que le rire est un antidépresseur naturel. C'est un antidouleur naturel. Il renforce le système immunitaire. Donc voilà, nos défenses immunitaires sont plus fortes. Il améliore la santé cardiovasculaire et c'est un anti-stress naturel. Et je sais qu'il y a bien d'autres bienfaits, mais voilà, ça c'est vraiment les bienfaits les plus importants. Donc, en finissant une session de yoga du rire, en général, vous vous sentez vraiment apaisé, en joie. Normalement, une session de yoga du rire dure 1 heure à 1h30. Donc, bien sûr, là, on va juste faire des exercices d'introduction. Ce qui est important à savoir, c'est que ça se fait par étapes. Il y a une introduction, il y a des exercices de rire et de respiration où on est en lien avec l'autre, où en fait, le lien avec l'autre est très utilisé avec le regard, notamment, à l'aide d'exercices. Ce qui est important aussi, c'est que le yoga du rire utilise le lien. Tout à l'heure, on parlait de lien avec ma collègue. C'est vraiment ça. Le lien répare, le lien aide. Et en fait, rire et sourire à une autre personne, bah, ça apporte du bienfait à l'autre et à soi. Et comme on le sait, bah, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui rit, on a plutôt, en généralement, envie de faire la même chose. C'est plutôt contagieux, beaucoup mieux que, beaucoup plus que les maladies. Donc, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que la joie est contagieuse et on va utiliser, en fait, vraiment ça. Au niveau, par exemple, en neurosciences, on parle des hormones, des neurones miroirs. Quand quelqu'un sourit, on a envie de faire la même chose. Donc là, c'est vraiment ça.
Du coup, on va passer à la slide suivante et on va passer au premier exercice, qui est un exercice du sourire. Alors, tout simplement, ce que je vous invite à faire, sans miroir, hein, là, juste vraiment devant votre ordinateur, il n'y a personne qui vous voit. Vous allez juste pouvoir faire un sourire. Donc, ça peut être un faux sourire, il n'y a pas de problème. Voilà, vous allez juste sentir les coins de vos lèvres s'étirer tout doucement. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Et ça peut être un faux sourire comme ça. Et moi, ça me donne envie de rire tout de suite. Mais voilà, vous vous laissez juste respirer à travers ce sourire. Vous pouvez poser la main sur votre poitrine, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur ce sourire que vous vous offrez à vous-même, d'accord? C'est à personne d'autre qu'à vous-même. Et sentir en fait à quel point la poitrine commence à s'ouvrir au fur et à mesure, qu'il y a un espace vraiment qui s'ouvre à l'intérieur. Vous pouvez le laisser 30 secondes. Jusqu'à 1 minute. Voilà. On ne me voit pas sourire? Ah bon? Je croyais qu'on me voyait, moi, à la caméra. Alors, peut-être essayer de voir. Peut-être je donne la parole à Marie pour expliquer les détails techniques, mais normalement, on me voit à la caméra. Alors, normalement, oui, on vous voit puisque le support est coupé. Vous pouvez aller dans Affichage et mettre sur Intervenant si toutefois vous ne voyez pas Ok. Safia faire la pratique. Puisque l'objectif, c'est moi, justement de vous voir. Ok, super Marie. Moi, c'est vrai que je préférais aussi vous voir sourire, mais c'est comme ça. Donc voilà, très bien. Et donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire si ça marche, si vous sentez un petit peu un changement s'opérer dans la poitrine, au niveau de votre humeur. En fait, c'est une élévation de l'humeur qui commence à arriver. Alors, peut-être que la première fois, ça ne marche pas tout de suite, mais moi, je vous propose de le faire régulièrement. Moi, vraiment, je vous dis, des fois, le matin, je me réveille de mauvaise humeur, ça m'arrive aussi. Ou alors, j'ai pas beaucoup dormi ou j'ai mal dormi, etc. Je me réveille, je prends ma douche et tout. Et après, en me préparant, eh ben, je me prépare en faisant ça. Donc, après à m'être brossé les dents, bien sûr, sans rire, juste comme ça. Et en fait, je continue, voilà, je me brosse les cheveux, je m'habille, je mets ma crème. Et en fait, vraiment, au bout d'un moment, je me sens beaucoup mieux. Et mon humeur est vraiment élevée. Et c'est un exercice qui paraît vraiment un peu bébête, mais ça marche du tonnerre. Vous pouvez le faire en face de votre miroir si vous préférez. Vous pouvez le faire aussi avec votre conjoint, pourquoi pas, ou avec quelqu'un de votre famille. Voilà, c'est vraiment hyper efficace. Donc ça, c'est le premier exercice que je vous propose. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Genre, là, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui se sentaient plus détendues déjà, d'autres personnes pour qui ça marchait moins bien. Voilà, on va passer à l'exercice suivant si vous n'avez pas d'autres remarques. On peut faire la barbichette. On peut faire la barbichette. Ça marche à tous les coups, hein. C'est un jeu très efficace qu'on a toujours fait avec les enfants, ça c'est clair. Ok, super. Alors maintenant, on va passer des grimaces. Des grimaces, ça marche toujours. Alors, on va passer justement à l'exercice suivant où on va venir cette fois étirer avec le doigt un coin de la bouche qui, l'autre côté, et voilà, vous pouvez juste faire ça devant votre caméra en me regardant et ça marche bien. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en yoga du rire, on est face à des personnes, donc c'est différent. Ah bah voilà, vous voyez, ça marche bien. En fait, c'est très facile et ça marche. C'est très facile et ça marche bien. Voilà. Parfait. Très bien. Alors, maintenant, je vais juste demander à Marie de diffuser la slide suivante pour le prochain exercice. Voilà, merci. Alors, on a un truc aussi qu'on utilise. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est que vous pouvez refaire chez vous, seul ou accompagné. Du coup, ça vous donne un peu des choses, des exercices pratiques.
Alors, en fait, en yoga du rire, on a aussi comme un espèce voilà, de phrase, de dicton, de mantra, hein, puisqu'on est dans l'Inde, qui est le ho, ho, ha, ha, ha. Donc, cette phrase, qui peut paraître anodine et qu'on peut faire pour soi, eh bien, elle va nous aider en fait à parvenir au rire. Il y a d'ailleurs, je vous invite à regarder sur YouTube une vidéo du docteur Kataria, l'inventeur du yoga du rire, et en même temps, ça fait lifting, tout à fait. Il faut savoir que c'est très bon pour les abdos et pour les rides, en fait. Hein. Bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai 50 ans. Non, je rigole. Donc, ho, ho, ha, 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 on le répète, encore une fois, seul. On peut faire tout simplement ho, ho, ha, ha, ha. D'accord? Et en fait, au fur et à mesure, on a vraiment le sourire qui arrive et ensuite le rire. Donc, sur cette fameuse vidéo YouTube dont je vous parle du docteur Kataria, en fait, on le voit, il se réveille de très mauvaise humeur. Il est comme ça, vraiment bougon. Il se met en face de sa caméra sur son ordinateur et puis il commence à faire le ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. Au début, même lui, il n'y croit pas. Et puis au fur et à mesure, on voit les côtés des lèvres qui commencent à monter, le sourire qui commence à se créer, puis à la fin, c'est limite s'il ne se roule pas par terre sur sur le sol. Donc, ça marche très bien. Alors moi, la première fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché, la deuxième fois non plus. C'est vraiment la troisième fois que je l'ai fait que ça a commencé à marcher. Et surtout, petite chose, petit conseil, ne le faites pas en conduisant, parce que c'est ce que j'ai fait à l'époque, et j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. Donc, vraiment pas plaquer avec ça. J'ai fait, ça marche. Mais voilà, Alfred. Donc, du coup, voilà, on peut le faire ensemble. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Vous pouvez le faire avec moi. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Et le rire arrive tout doucement. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho. Ça y est, je ris. Et alors, quand on le fait en groupe, on rajoute les claquements de mains parce qu'en fait, on se connecte vraiment à notre enfant intérieur aussi en yoga du rire. Au tout début, on parlait de la différence de nombre de fois de rire chez l'enfant et chez l'adulte. Voilà, on se reconnecte à cet enfant et à cette joie de vivre, cet élan en fait du cœur de joie. Et en fait, on commence à le faire en claquant des mains. Donc et en fait, ce qui est important, c'est vraiment que les paumes de main se touchent, puisqu'en fait, la paume de main est connectée au cœur. Il y a plusieurs points d'acupression ici. Donc, c'est vraiment du ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Et après, on est mort de rire. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Pareil, tout seul sans miroir, tout seul avec un miroir, avec son conjoint ou quelqu'un de notre famille ou avec des amis, ou vous venez à un cours de yoga du rire aussi. Mais c'est vraiment des choses en fait qui permettent de. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire quand vous faites quelque chose de barbant. Par exemple, faire la vaisselle, passer le balai, l'aspirateur. Ben voilà, vous faites un truc, c'est un peu répétitif. Et donc, du coup, bah voilà, vous faites votre ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Et puis, en fait, au fur et à mesure, vous ne vous rendrez pas compte et puis vous souriez et même vous riez. Donc, c'est vraiment quelque chose de facile pour élever l'humeur et pour se permettre de se sentir mieux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais laisser le temps pour mon collègue de faire la prochaine intervention. En tout cas, voilà, c'est plein de petits exercices comme ça qui vous permettent de vraiment vous reconnecter. Voilà, donc moi, c'est vraiment ma spécialité. Je suis apicultrice, pas apicultrice avec les abeilles, et j'aime cultiver la joie de vivre et la distribuer aux autres pour que, en fait, prouver que c'est pas si difficile que ça et qu'on peut y avoir accès par le lien à soi et aux autres. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et on voit que ça a plu dans les commentaires.
Donc, une belle découverte, je pense, pour beaucoup. Et puis, on peut qu'inviter les personnes qui nous regardent à pratiquer ou à revisionner cette partie pour repratiquer à nouveau le yoga du rire ou alors de vous contacter pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin dans la pratique. On laisse désormais donc la parole à Yves-Vincent Davroux, qui est respirologue, respithérapeute. Merci. Merci à vous. Alors, on ne vous entend pas, Monsieur Davroux, votre micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Super, génial. Bon, un grand merci déjà à toi, à vous, Marie, pour cette invitation et surtout pour je veux dire, cette session, cette parenthèse qui est accordée à tous et toutes à travers ces trois approches. Merci à Safia pour cette introduction magnifique et à Sandrine Gilles qui a vraiment permis de bien comprendre que prendre soin de soi, c'est super important. On va y revenir à travers, on n'a pas énormément de temps, mais on va essayer en tout cas en 30 minutes d'expérimenter des choses et surtout de bien comprendre le lien entre notre respiration et notre métabolisme. Alors, tout d'abord, je crois, Marie, qu'il y avait une slide où j'explique un petit peu, voilà, la respiration, premier levier de prévention santé. Donc, il faut savoir que on peut passer à la slide d'après, hein. Voilà, hop. Donc ça, c'est les collaborations, c'est les liens avec lesquels j'ai tissé des collaborations. Donc, vous connaissez certainement peut-être l'application Respirelax, qui a été créée par les Thermes d'Allevar. Donc, je suis référent respiration là-bas. Donc, j'accompagne des personnes, des curistes ou des personnes qui viennent pour la régulation du stress ou pour des insuffisances respiratoires. Ensuite, l'application Petit Bambou, donc il y a la partie méditation, il y a la partie respiration. Donc, j'ai développé dans sa grande majorité toute la partie respiration. Quand je dis dans sa grande majorité, c'est parce que Stéphanie Briand nous a rejoint il y a quelques mois pour justement ajouter d'autres exercices de respiration. Ensuite, la Fondation Agir pour le cœur des femmes. Les Lillois, ou en tout cas ceux qui habitent dans la région des Hauts-de-France, je vous invite à venir mercredi, jeudi, vendredi. Attendez. Pardon, excusez-moi. À venir mercredi, jeudi, vendredi sur la place Riour, juste à côté du métro. Les bus du cœur seront présents pendant 3 jours dans un objectif de repérage et de sensibilisation aux troubles et maladies cardiovasculaires. C'est très orienté, bien entendu, sur les femmes, hein, sur le fait que les troubles cardiovasculaires sont devenus le premier cas de mortalité des femmes, donc, mais les hommes sont également les bienvenus. Ensuite, l'association SPS qui se trouve à Paris, qui est une association qui permet, on va dire, d'accompagner les étudiants en médecine et les médecins qui sont en difficulté. Et donc, j'interviens à travers des webinaires, à travers des conférences également, pour essayer de comprendre comment agir sur le psychique par la respiration consciente. Et ensuite, peut-être vous connaissez le travail de Bernadette de Gasquet, qui est un sommité en yoga périnatal. Et donc là, on collabore ensemble sur plusieurs sujets, notamment par rapport au bon usage du diaphragme et du périnée. Donc comment mobiliser cette partie pelvienne pour qu'elle puisse favoriser un accouchement qui soit le moins douloureux possible. Je vous invite à aller voir son travail, elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle a écrit plusieurs livres également. Et il y aura également une grande conférence fin novembre à laquelle je participe, que vous trouverez facilement les informations si vous allez sur son site. Donc la slide d'après, je me souviens plus ce que j'avais mis. Oui, ah bah oui, c'est effectivement la presse dans laquelle j'ai pu écrire des articles, donc notamment dans Psychologie Magazine sur un dossier spécial sur la respiration. Le spécial cœur qui a été édité par 60 millions de consommateurs, qui est sorti là au mois de juillet, et le lien entre stress et troubles cardiovasculaires. Un article que j'ai écrit pour le magazine Les Échos également, les 10 clés pour bien respirer. Et vous me retrouvez régulièrement, parce que c'est rediffusé en replay dans l'émission de Michel Simès, Prenez soin de vous, qui est diffusée par France Télévisions. Voilà, donc là, on revient au live. Ah oui, c'est vrai, mais je suis un très mauvais commercial. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Respithérapie, qui est disponible en grand format et en poche là depuis le mois de juin.
Donc là, revenons au live. Donc, ce qui est important de comprendre à travers la respiration, c'est que les gens, généralement, me disent: «Bah oui, mais respirer, je sais respirer, j'ai pas besoin que quelqu'un m'apprenne à respirer». Oui, sauf que, il faut savoir que la respiration, en fait, c'est un principe d'adaptabilité constant par rapport à notre métabolisme. C'est-à-dire que la respiration ne doit pas être séparée du cerveau, de l'activité neuronale, de l'activité des structures cérébrales et du cœur. Quand vous inspirez, votre cœur s'accélère, quand vous expirez, votre cœur ralentit. Donc ça veut dire qu'il y a un lien de synchronisation et d'interaction constant entre notre manière de respirer, l'activité de votre cerveau et l'activité cardiaque. Donc ça veut dire qu'à travers ça, il faut bien comprendre qu'à travers ce trinôme, hein, il travaille en permanence à calibrer ce principe d'adaptabilité. Et donc de comprendre que le sujet de la santé pour notre corps, c'est le sujet de l'incertitude. C'est-à-dire que notre corps est en lutte totale et constante contre cette incertitude. Et donc il faut savoir que la résolution de cette incertitude, qui est mouvante, hein, se fait par l'intermédiaire de notre respiration. C'est-à-dire que notre manière de respirer va témoigner autant de notre capacité à pouvoir, je veux dire, résoudre une problématique par rapport à un contexte. On prend l'exemple de, vous avez une émotion très forte, comment je peux apprendre justement à faire baisser cette émotion puisque, je veux dire, l'agression ou parce que, l'altercation est terminée, que le fait de comprendre que vivre dans un contexte qui est un contexte constamment, toxique ou délétère, va modifier votre manière de respirer. Donc ça veut dire que plus on va s'intéresser à observer sa respiration, plus on va se rendre compte qu'elle répond à un impératif du corps. Et donc ça veut dire qu'apprendre à reprendre le dessus sur cette respiration, bah, va permettre l'effet inverse. C'est-à-dire dans un contexte donné, de pouvoir dire: «Je vais, heu, reprendre conscience que ma respiration va m'aider à résoudre, bah, la problématique, du contexte dans lequel je me trouve». Donc c'est vraiment rendre possible l'incarnation de sa respiration, c'est de se dire: j'ai un corps qui est un outil, qui est un instrument individuel que l'on va autoriser à produire et encourager des choses. Et donc, ça veut dire prendre conscience que cette respiration va nous permettre de jouer de cet instrument individuel comme un instrument de musique, sauf que c'est à nous et que, on va pouvoir vraiment l'utiliser, de manière la plus efficace et la plus durable possible. Alors que ce soit en termes de vitalité, que ce soit en termes de résistance, d'équilibre et également de repos. Donc pratiquer la respiration consciente, c'est se prêter attention. C'est-à-dire que, vous l'avez vu dans les explications de Sandrine tout au début, c'est-à-dire qu'on est constamment, je dirais envahi par, des injonctions multiples. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. La respiration, c'est ça qui est génial, c'est que c'est notre corps. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser cet instrument, ce corps-outil, et on va pouvoir l'utiliser, bah, lorsqu'on le souhaite, un peu comme, ce que disait Safia, hein, dès le matin en se levant, en trouvant des moments dans la journée et surtout ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que, pratiquer 3 minutes ou 5 minutes de respiration consciente par jour, le fait de le pratiquer régulièrement, produit des effets. Alors ces effets sont, liés, neuroplasticité du cerveau, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau est constamment en neuroplasticité puisque, bah, vous faites des choses et donc, en fonction des contextes dans lesquels vous vous trouvez, bah, le cerveau va, effectivement s'adapter, hein, à ce que vous êtes en train de faire. La respiration va participer à, comment je pourrais dire ça? À donner une influence, à influencer l'ensemble de ces aires cérébrales, à cette, restructuration en permanence cérébrale, va aider le cerveau donc à agir en lien avec le contexte dans lequel vous êtes, présent. Donc ça veut dire que cette notion de respiration va permettre, en l'optimisant, de résoudre beaucoup de choses. Alors ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique, ça ne veut pas dire non plus que c'est dans il ne faut pas le voir comme, souvent, je peux le lire, hein, ou même, je veux dire dans certains livres qui ont été écrits en disant que, par exemple, la respiration en cohérence cardiaque, résout tous les problèmes. Non, absolument pas. C'est juste, de se dire que cet outil que l'on a à notre disposition, la respiration, va nous permettre de, activer des choses.
et surtout de les rééquilibrer. Quand je parlais du lien avec le cerveau, c'est que généralement, en situation de stress, en situation de conflit ou en situation de... Et surtout lorsque ça se reproduit au fur et à mesure, bah, ça veut dire qu'on va installer un climat. On va installer un climat qui va faire que, on s'en rend pas compte, hein, mais notre respiration va s'accélérer et notre fréquence cardiaque va s'accélérer en même temps. Donc ça veut dire que si ce climat est répété de manière constante, on va obtenir une respiration qui n'est pas conforme à notre respiration, enfin celle en tout cas qui nous fait du bien et en tout cas qui permet à notre corps de s'équilibrer. Donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience de cet élément-là pour y revenir et agir sur notre respiration pour qu'elle devienne la plus optimale possible. Donc ça, pour que notre respiration soit la plus optimale possible, il y a 2 règles. Première règle, c'est la respiration nasale. Donc ça veut dire qu'on inspire, on expire au quotidien uniquement par le nez. On ne respire pas par la bouche. La bouche est faite pour manger. Donc on inspire, on expire uniquement par le nez, parce que ça va permettre de stimuler tout un ensemble de choses, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, notamment la régulation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire que quand vous inspirez, le cœur s'accélère, quand vous expirez, le cœur ralentit. Donc là, c'est la respiration nasale qui va également ouvrir et fermer les voies respiratoires pour permettre que l'oxygène rentre bien dans l'arbre bronchique, dans les alvéoles pulmonaires et ensuite passer dans le sang. C'est également la respiration nasale qui va réchauffer l'air, il va l'humidifier, il va le réchauffer pour que cet air passe plus facilement, effectivement, dans cet arbre bronchique. C'est également cette respiration nasale qui va réguler, c'est notre premier filtre en fait immunitaire, hein, donc c'est comme un filtre d'aspirateur, c'est-à-dire que quand vous inspirez par le nez, bah, vous venez attraper, capter toutes les poussières, toutes les cochonneries, tous les virus, toutes les bactéries qui sont emprisonnées dans une muqueuse hein, qui se trouve à l'arrière de notre nez, et il se trouve que cette muqueuse, bah, ensuite vous allez l'expectorer en éternuant, en vous mouchant, en crachant également, hein, en sachant que cette muqueuse, vous en avalez à peu près un demi-litre par jour qui part dans votre estomac et qui sera évacué par les selles ensuite. Donc ça veut dire que plus on va optimiser cette respiration nasale, qui est la respiration que l'on doit absolument intégrer, ben mieux c'est. Une personne qui va respirer par la bouche ben, n'aura pas tout ce que je viens de vous dire précédemment. En tout cas, l'action va être beaucoup moins efficace. Et surtout, il faut savoir qu'une personne qui respire par la bouche, et la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte, c'est bien là l'intérêt de faire je veux dire, de ce webinaire, c'est de prendre conscience que la respiration buccale est quand même extrêmement fréquente dans l'ensemble de la population, et notamment même chez les enfants, et qu'il faut revenir absolument à cette respiration nasale. Une personne qui va respirer par la bouche, il faut le savoir, va puiser environ 40% d'eau dans son métabolisme. Donc, c'est-à-dire que cette personne va se déshydrater à chaque respiration, en sachant qu'on respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Donc, ça veut dire que vous allez contrarier en fait, ce besoin, et notamment au niveau cardiaque, au niveau cardiovasculaire, que le principe cardiovasculaire a besoin de souplesse, il a besoin d'eau pour bien fonctionner. Donc là encore, on voit le lien de la respiration avec la respiration nasale et le fait qu'il faille apprendre vraiment à l'optimiser au maximum. Ensuite, le deuxième élément, Safia en a déjà parlé, c'est la respiration abdominale. Donc, c'est comment utiliser le diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est le muscle de la ventilation, c'est-à-dire que quand vous inspirez, le diaphragme descend, quand vous expirez, le diaphragme remonte. Quand vous inspirez, les côtes vont s'élargir, et quand vous allez expirer, les côtes vont se rétracter. Je sais qu'on dit souvent dans les cours de yoga, dans les cours de pilates, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Le ventre n'a rien à voir là-dedans. Si vous êtes curieux, je vous invite facilement, vous allez trouver des vidéos sur YouTube ou autres, où on voit un corps en 3 dimensions. Vous tapez respiration diaphragmatique 3D et vous allez voir les côtes qui s'élargissent, le diaphragme qui s'abaisse, généralement qui est représenté en rouge, hein. Et donc vous allez voir ce diaphragme qui s'abaisse, qui remonte, et donc on voit les côtes qui s'élargissent. C'est les côtes devant, c'est également les côtes à l'arrière. Et vous voyez bien que le ventre, il n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire que le ventre va forcément prendre un petit peu de volume, parce que quand vous allez inspirer, les côtes vont s'élargir, et en fonction de votre morphologie, ça va je veux dire, activer un petit peu plus le fait que le ventre
va prendre un petit peu plus de volume. Mais il y a une différence entre mobiliser les côtes, le ventre prend du volume, et de dire je gonfle le ventre, donc j'applique une pression sur ce ventre et cette partie pelvienne qui du coup crée des dommages à terme. Donc, respirer avec le diaphragme, souvent les personnes me disent ouais, mais c'est où? Je comprends pas bien comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Justement, on va le faire ensemble. Donc, vous allez, c'est pour ça que je me suis mis debout, donc ça veut dire que vous allez mettre debout, vous pouvez vous mettre assis, hein, également assis ou assise. L'important, c'est de mettre les bras, je vais mettre la caméra comme ça, voilà. De mettre les bras le plus haut possible, vous voyez, sous la poitrine. Donc, c'est-à-dire que vous avez les mains qui vont toucher les côtes devant et les pouces qui vont toucher les côtes à l'arrière. Donc, on ne met pas les mains ici à la taille, ça ne sert à rien, c'est vraiment sous la poitrine. Donc, vous allez mettre les mains comme ceci. Quand on demande à quelqu'un d'inspirer, qu'est-ce qui se passe? La personne va faire et elle va gonfler le torse, elle va gonfler sa cage thoracique supérieure. Là, moi, ce que je vais vous demander, c'est justement de mobiliser uniquement cette partie des côtes au niveau qui entoure, qui englobe le diaphragme. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez inspirer, vous allez faire comme ceci. Quand vous allez expirer, vous allez faire comme ceci. Donc, on voit que c'est uniquement cette partie-là qui bouge. Ici, je n'ai pas de remontée de la cage thoracique. En modifiant l'amplitude du diaphragme, vous allez permettre à ce que cet oxygène remplisse correctement l'ensemble des lobes pulmonaires supérieurs et inférieurs. On en a 3 côté droit, 2 côté gauche parce qu'il y a le péricarde. Donc, ça veut dire que vous allez remplir l'ensemble des lobes pulmonaires. Le diaphragme, en fait, c'est un piston. Quand vous l'activez bien, il vient tirer sur les poumons, donc c'est-à-dire que l'air inhalé est le bon volume dont le corps a besoin. Et donc forcément, le cerveau, lui, il entend cette information, il reçoit cette information. Alors je répète, hein, c'est toujours en synchronisation, c'est pas forcément le cerveau en tant que chef d'orchestre, hein, bien que c'est normal, hein, l'estomac, l'appareil digestif joue un rôle, on parle aussi de deuxième cerveau, donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le corps est régi sur un mode de dialogue sur l'ensemble de nos organes, sur l'ensemble de nos fonctions vitales. Et donc, ça veut dire que en activant ce diaphragme correctement, le corps et à travers le cerveau va comprendre que le volume d'oxygène entrant est bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur la fréquence cardiaque. Votre fréquence cardiaque va s'apaiser et, comme par hasard, vous allez voir que ça va également vous apaiser parce que ça va créer un climat de détente dans l'ensemble de votre corps. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez vous mettre comme ceci, vous allez fermer les yeux et vous allez respirer calmement et tout doucement avec vos côtes, avec votre diaphragme, en essayant de ne pas mobiliser cette partie haute, cette partie thoracique. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas à bien voir, on vous invite à cliquer sur affichage et à sélectionner le mode intervenant pour bien voir Monsieur Davroux en grand sur votre écran. Ceci, hein. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, enlever les mains de vos côtes. Ah, il y a des questions techniques. Donc vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Alors, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça, alors que tous les mammifères, tous les enfants, respirent correctement avec leur diaphragme. Ça veut dire que c'est bien ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire que c'est le climat que l'on va créer, lié à un contexte, qui fait que ça va venir modifier notre manière de respirer. C'est-à-dire qu'on va appliquer une espèce de respiration de danger, une espèce de respiration d'urgence parce que on est confronté tout au long de la journée à des micro-stimulations de stress, des micro-stimulations de choses qui nous ennuient, qui nous empêchent, etc. Et donc, ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça vient modifier notre respiration pour répondre, en fait. C'est un peu ce que nous disaient en même temps Sandrine et Safia, c'est-à-dire que on vient mobiliser un principe d'action, c'est-à-dire que le corps est régi sur ce principe de devoir répondre à cette mobilisation d'action, et pour répondre à cette mobilisation d'action, le corps, il le fait comment? En mobilisant une respiration qui va être plus rapide, une fréquence cardiaque qui va être plus rapide pour répondre à cette action.
Et donc, ça veut dire que si on n'applique pas le fait de revenir à une respiration plus lente, de détente, régulièrement, bah, ça veut dire qu'on va rester dans ce climat, heu, interne, hein, anxiogène, d'une respiration qui va être, de plus en plus dysfonctionnelle. Et donc, pour permettre de revenir à une respiration qui soit la plus optimale possible, on va faire un nouvel exercice qui, alors là, je vais vous demander de mobiliser votre diaphragme, bien sûr, hein, qui va permettre, justement de, réengager, d'apprendre à réengager régulièrement tout au long de la journée. On peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois si vous voulez. Ça prend pas beaucoup de temps et en plus, cet exercice que l'on va faire ensemble, vous pourrez le faire aussi au volant de votre voiture. À l'inverse de ce que disait Safia tout à l'heure, ça, vous allez pouvoir le faire au volant de votre voiture sans problème. Heu, Là, nous, on va le faire en fermant les yeux, mais bien sûr, il faudra ouvrir les yeux. L'important, c'est vraiment, de, réactiver un processus ancestral d'une respiration qui soit la plus lente possible pour inverser le climat dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a des questions, je vais essayer d'aller voir si je peux y répondre tout de suite. Il faut modifier votre affichage. Non, je pense pas. Alors, au niveau des questions, on a des questions autour du lavage de nez. Est-ce que ça Oui, peut avoir un impact? alors oui, le lavage de nez est très, très important. Normalement, ça devrait faire partie de notre hygiène, presque quotidienne, un peu comme on se brosse les dents. Alors je sais que dans notre culture, c'est moins, utilisé, mais en tout cas, il faudrait le faire au moins 2 à 3 fois par semaine. Alors Stérimar, non. Pourquoi pas le Stérimar? Parce que, le Stérimar, en fait, c'est une pulsion, hein, d'un produit dans les fosses nasales. Il faut savoir que l'intérieur des fosses nasales sont, très, très, très sensibles et que le fait d'avoir cet air pulsé au niveau des fosses nasales, bah, vient créer au contraire souvent, chez la plupart des personnes, ça c'est de l'ordre du constat, hein, par rapport à ma patientèle, vient créer une irritation de, cette partie, de ces fosses nasales. Donc, là, on a l'effet inverse. Et en plus, quand on agit le Stérimar, enfin, on utilise le Stérimar, ça veut dire que le liquide va monter d'un côté, il va redescendre du même côté. Le principe du lavage de nez, c'est au contraire de faire couler de l'eau de l'autre côté. Et donc, il n'y a pas besoin de Stérimar, il n'y a pas besoin de rien acheter. Vous allez vite comprendre que la respiration, ça ne demande aucun frais et surtout aucun accessoire, rien du tout. Donc vous prenez simplement de l'eau et vous faites couler de l'eau de votre narine gauche à votre narine droite. Vous pouvez utiliser, ce que vous voulez, par exemple, moi j'ai des parents qui utilisent le sérum physiologique de leur bébé, de leur enfant, vous voyez? Vous pouvez utiliser ça si vous le souhaitez. Après moi je le fais dans l'eau de la mer, je le fais aussi, en, avec, des, ça vous allez trouver ça en pharmacie, c'est des petits, comme des petits arrosoirs, hein, et que vous pouvez, vous remplissez d'eau, alors généralement de l'eau un peu tiède, avec un petit peu, vous mettez un petit peu de sel dedans et vous faites couler d'un côté et de l'autre. Et donc, ça c'est vraiment important, ce nettoyage de nez est vraiment important. Là, je vois votre modèle de respiration n'est pas naturel. Vous parliez de la respiration diaphragmatique? Si, si, au contraire, c'est vraiment la ventilation la plus naturelle qui soit et comme je disais, qui est partagée par tous les mammifères, respirent avec leur diaphragme. Tous les enfants respirent avec leur diaphragme. Alors je pense à la course à pied, effectivement, comment respirer? Alors là, c'est un gros, gros sujet pendant l'effort. Ouais, je vais pas pouvoir y répondre là, c'est pas possible. Si vous voulez des réponses spécifiques, contactez-moi à la Air Academy ou à Yves Vincent Davroux. Vous tapez mon nom, Yves Vincent Davroux, vous allez me retrouver très, très facilement, et je pourrai vous donner des conseils de respiration pendant, la course à pied. Là, malheureusement, on est pris un peu par le temps, donc je vais devoir, enchaîner, avec l'exercice que je voulais vous préconiser. Donc, vous allez vous installer confortablement. Donc, ça veut dire que si vous vous mettez en position assise, vous, vous vous mettez pour que le dos soit le plus droit possible. Donc, c'est-à-dire que le dos n'est pas appuyé sur un dossier. Moi, l'idéal, c'est de s'asseoir sur un tabouret. Comme ça, on a vraiment le dos bien droit et on ne s'affaisse pas. On essaie de faire en sorte que le dos soit le plus tonique possible. Vous allez fermer les yeux et l'exercice va consister à inspirer pendant 4 secondes et ensuite d'expirer pendant 4 secondes et je vais augmenter le temps pour que le temps d'inspiration soit toujours le même, mais que le temps d'expiration, augmente jusqu'à 8. Donc on va le faire ensemble. Donc on va commencer par vous installer, correctement, hein. On va commencer par souffler par la bouche. Allez-y, soufflez.
Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. On passe à 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 7. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Qu'est-ce que l'on constate au niveau des ressentis? Vous pouvez me laisser un commentaire dans la conversation. Déjà, voilà, de la détente de manière immédiate parce que ça agit sur le cœur. C'est la tête qui tourne, donc ça, moi, c'est une très bonne indication. Ça veut dire que par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, lorsque l'on prend l'habitude de respirer trop vite, trop rapidement, ben, ça veut dire qu'on crée une habitude d'oxygénation auquel le cerveau, le cœur doivent répondre. Et donc, quand on revient à une respiration beaucoup plus lente, généralement, on a des chimiorécepteurs hein, qui mesurent le dioxyde de carbone et l'oxygène dans le sang, ils sont obligés de s'adapter. C'est-à-dire qu'ils disent, oula, j'ai plus d'oxygène que d'habitude, donc il se passe un truc qui est bizarre. Et donc, là, cet effet où on s'atourne un peu, c'est parce que le corps est en train de réguler
le fait de retrouver une respiration avec une oxygénation qui soit la plus favorable possible. Donc généralement, ça dure 30 secondes et après c'est terminé, vous verrez, il n'y aura aucun effet secondaire. On se sent plus léger, respiration plus facile, apaisée. Ah oui, j'ai envie de me rendormir, oui, effectivement. En fait, on vient créer ce climat de détente. Donc ça veut dire que plus on va le faire régulièrement dans la journée, on a une journée qui est tendue, on a eu je sais pas, un conflit avec une personne dans la rue ou avec une personne de sa famille, etc. Bah, juste après, vous faites ça. Et donc, en faisant ça, bah, vous ramenez votre corps à l'équilibre. Et en plus, alors parce que c'était le sujet, hein, le cerveau adore ça. C'est-à-dire que le cerveau, il a horreur du multitâche. Il adore le monotâche. Donc, à partir du moment où vous êtes là à inspirer pendant 4 secondes, expirer pendant 8 secondes, c'est-à-dire que vous ne pensez qu'à ça, normalement. C'est-à-dire que vous aidez votre cerveau à ne penser qu'à ça. Il y a certainement des personnes qui, pendant que je faisais l'exercice, étaient en train de penser à autre chose. En disant: «Ah oui, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher des œufs, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher le chien, enfin d'aller, emmener le chien en promenade» et cetera. Donc ça veut dire que là, vous voyez, au niveau du cerveau, il est tellement habitué à être dans le multitâche que c'est difficile de revenir au monotâche. Donc plus on fait l'exercice, plus on refait l'exercice, c'est comme en méditation, hein, bah, plus vous réapprenez à votre cerveau à être moins réactif et donc à revenir à une phase de détente, à une phase qui l'équilibre. Et donc il ira dans votre sens, ce cerveau, parce que il adore ça. Il adore dépenser le moins d'énergie possible. Alors je vois, donc apnée plus longue après l'exercice, besoin de respirer. Ben voilà, très très bien. Alors, on peut faire cet exercice lors d'une insomnie, tout à fait. Heu, alors je vous ai parlé de l'application Respirelax. J'ai justement modifié les exercices, enfin vous trouverez quand même pas mal d'exercices. Alors l'application Respirelax est totalement gratuite. Hem, vous verrez, il y a un menu qui s'appelle le menu apaiser. Menu apaiser, c'est exactement cet exercice-là. Donc on inspire sur 4, on expire sur 8 et en plus j'ai ajouté une durée, c'est-à-dire que vous pouvez jurer, si vous n'avez pas beaucoup de temps, bah, vous mettez 3 minutes. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez mettre la durée jusqu'à 20 minutes. Vous voyez? Donc vous pouvez gérer, totalement, ces durées, à partir de l'application Respirelax. L'invitation de Christophe André. Christophe André qui est un collaborateur de Petit Bambou, également. Donc on se retrouve, sur, effectivement cette plateforme. Alors bonne technique avec les enfants. Alors les enfants, ça dépend à partir de quel âge. Il faut savoir qu'un enfant, à partir de alors ça dépend de sa maturité, les filles sont plus matures que les garçons, mais généralement, il faut qu'il y ait déjà chez l'enfant une prise de conscience. Donc ça veut dire que c'est plutôt à partir de 7, 8, 9, 10 ans. En deçà, ça va être compliqué. Un enfant de 3 ans, de lui demander d'inspirer sur 4, d'expirer sur 8, ça va être très compliqué. En revanche, on peut utiliser d'autres méthodes, en le faisant chanter, en lui racontant une histoire et en plaçant sa voix d'une certaine manière pour qu'il se cale sur votre respiration et donc il réduit sa respiration. Vous voyez, il faut trouver d'autres astuces. L'expiration par le nez ou la bouche. Alors là, les exercices que l'on fait, on inspire par le nez et on souffle tout doucement par la bouche parce que je pars du principe que vous êtes des débutants, des débutantes. Avec de l'habitude, vous pourrez inspirer, expirer uniquement par le nez. Je sais que les personnes aiment bien garder cette expiration par la bouche parce que ça leur apporte une espèce de confort. Et parce qu'on est dans le cadre d'un exercice, c'est pas gênant. En revanche, ce qui est vraiment impactant tout au long de la journée, c'est d'inspirer, d'expirer par le nez au quotidien, tout le temps. Ça, c'est vraiment ça le plus important. Alors, bien sûr, pas quand on fait du sport, ça c'est autre chose, c'est ce qu'une personne disait précédemment, mais en tout cas, dans la pratique, sportive, ça c'est autre chose et ça c'est un tout autre sujet. En tout cas, c'est bien avec, Marie, parce qu'on a déjà, 2 autres sujets éventuellement sur le cardiovasculaire, comment entretenir son principe cardiovasculaire par la respiration et éventuellement, bah, l'activité physique, comment optimiser sa respiration pendant l'effort et quand je dis pendant l'effort, c'est aussi en marchant, hein, c'est pas quand on parle effort, tout de suite on pense triathlon. Non, non, c'est juste de dire, bah, quand je marche, quand je suis en randonnée, il y a du dénivelé et cetera, comment je gère ma respiration? Ce sont des bons sujets. Voilà. En tout cas, j'espère que, bah, cette séance, vous a plu. Si vous avez encore des commentaires, je ne sais pas Marie, si j'ai encore un petit peu de temps ou pas, si je peux répondre encore à quelques questions? Bah, vous pouvez, si vous le souhaitez, après les personnes qui veulent bah, nous quitter le peuvent. On va clôturer
échange là juste après, mais je vous laisse balayer le chat si vous souhaitez répondre encore à quelques questions. Je repartage donc à l'écran vos coordonnées pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement vous contacter. Et puis, on vous remercie tous les trois pour vos interventions de ce matin, un sujet qui était très intéressant, très enrichissant. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à visionner le replay, à refaire les exercices de respiration, de yoga du rire, mettre en pratique les conseils donnés aussi par Madame Gilles. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur nos ateliers pour aller plus loin dans la pratique en présentiel. Un grand merci à tous et puis on vous donne rendez-vous donc le 15 novembre pour notre prochaine webconférence. À Et très merci à bientôt. tous. Bonne journée.